Est-ce que vous voyez bien la présentation? Tout à fait. Oui, c'est bon. Alors, effectivement, donc Naïm et Carolina m'ont demandé de vous présenter les principales nouveautés, les principaux changements qu'il y a eu entre les normes qui régissaient les façons de faire les FDES donc avant novembre et depuis novembre. Donc, on va parler donc de la nouvelle norme européenne NF N15804 plus A2 et de son complément national, donc la NF N15804 plus A2 CN. Pour cette présentation, je suis parti du principe que vous saviez ce que c'était une FDES et que vous connaissiez déjà un petit peu les principes de nomenclature, on va dire, des normes du CEN-TC 350, donc la norme N15804 et puis la norme N15978. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions donc en fin de présentation. Donc tout d'abord, donc moi je me représente aujourd'hui. Donc moi je suis Jacques Chevalier, je suis coordinateur INIES. En gros, ça veut dire que j'assure les travaux de coordination entre le programme de déclaration INIES, la base de données INIES et puis l'habilitation des vérificateurs donc au programme INIES. Donc c'est l'association HQE qui a ça en responsabilité. Donc moi je travaille à l'association HQE. Voilà, et donc j'interviens aujourd'hui au nom des instances de gouvernance de la base INIES. Comme je viens d'indiquer, donc les normes NF N15804 A2 et A2CN sont aujourd'hui ce qu'on pourrait considérer comme les Product Category Rules, donc les PCR pour les déclarations environnementales sur les produits de construction, et donc elles sont applicables depuis le 1er novembre 2022. Donc la nouvelle réglementation qui a été publiée du coup fin octobre a été traduite donc du coup dans le nouveau règlement du programme INIES, et donc ce nouveau règlement il a été publié début janvier 2023 et il intègre donc le besoin de conformité à la 15804 A2 et 15804 A2 CN depuis le mois de janvier. Et donc je vous ai mis le lien vers le programme de vérification qui est disponible sur le site www.inies.fr. Pour cette présentation, je tiens à remercier la division environnement du CSTB qui, en fait, avait fait une petite présentation sur les différences entre la norme A1 et la norme A2, et je me suis inspiré de leur support donc, pour cette présentation. J'ai quelques éléments en rouge dans la présentation. Vous verrez que souvent, ça me permet d'identifier ce qui est un peu de l'interprétation et qui n'est pas forcément strictement écrit dans la norme. Donc au niveau des principales nouveautés, je vais aborder 8 points. Donc tout d'abord le périmètre de l'ACV, ensuite tout ce qui est lié aux unités fonctionnelles, unités déclarées, un point spécifique sur le carbone biogénique, les indicateurs environnementaux qui sont demandés, des précisions aussi sur les formats de données et la qualité des données, un point important sur les FDES de gamme et les FDES collectives, un point aussi un peu méthodologique sur l'allocation des coproduits et puis des scénarios par défaut. Au niveau du périmètre de l'analyse de cycle de vie, alors vous vous rappelez sans doute qu'en 15804 plus A1, le périmètre qui était obligatoire, c'était les modules A1 au module C4, donc tout le cycle de vie, mais le module D n'était pas obligatoire. Aujourd'hui, compte tenu de la nouvelle rédaction de la norme 15804 plus A2, le module 2 il devient aussi obligatoire. Bon, il y a quelques exceptions, et donc j'ai mentionné ici le cas pour lesquels le module D ne serait pas obligatoire, mais en fait, c'est assez peu courant. En fait, les exceptions que je vous ai mises là, elles portent surtout elles sont pas vraiment dédiées aux produits qui étaient déclarés sur le cycle de vie complet avant, mais plutôt à ce qu'on appelle les inventaires du cycle de vie, c'est-à-dire les matériaux ou les matières pour lesquels les fabricants font une déclaration qui s'arrête à la sortie d'usine et qu'on appelle un inventaire de cycle de vie dans INIES, mais qui du coup n'est pas vraiment une déclaration environnementale au sens où la réglementation l'entend. Un point aussi important et qui est toujours en discussion parce qu'on s'aperçoit qu'il y a encore un peu de flou dans la rédaction de la norme, c'est que les produits complémentaires qui sont indispensables normalement à la mise en œuvre
devrait être intégré normalement dans la déclaration environnementale. Donc, par exemple, si vous utilisez un produit qui est vissé ou qui est cloué ou qui est collé, la colle, les vis, tout ça, ça doit être intégré normalement dans l'analyse de cycle de vie qui sert à faire la déclaration environnementale. Et donc, si ce n'est pas le cas, par contre, il faut être très clair, il faut que le nom de la déclaration environnementale, donc de la FDES, dise clairement effectivement que ces produits complémentaires ne sont pas pris en compte. Attention, donc il ne faut pas confondre les produits complémentaires, donc qui sont les éléments qui servent à intégrer finalement le produit à l'ouvrage, et puis les accessoires. Donc, par exemple, ça va être les outils, les protections de chantier, et donc les accessoires, normalement, tout ce qui est, ils doivent être pris en compte aussi dans d'autres étapes. Voilà, donc plutôt à 3, on va dire, pour les produits complémentaires aujourd'hui, et plutôt l'étape à 5 pour les accessoires. Alors, donc un gros changement aussi, c'est que la norme 15804+1, elle faisait une différence assez marquée entre la notion d'unité fonctionnelle qui devait être utilisée dans le cadre d'une déclaration sur le cycle de vie complet, et d'unité déclarée qui ne devait être utilisée uniquement que pour une déclaration limitée à certaines étapes et en général juste à la sortie d'usine, mais éventuellement à des modules complémentaires également. Et donc, cette notion-là n'existe plus vraiment. Aujourd'hui, l'unité déclarée peut aussi être utilisée dans le cadre d'une déclaration sur le cycle de vie complet. Alors, un nouveau point aussi qui est important, c'est sur le carbone biogénique, parce qu'il y a eu un focus important fait dans cet amendement 2. Donc le premier point, c'est que la déclaration d'un indicateur sur le contenu de carbone biogénique est devenue obligatoire, et donc on doit séparer le carbone biogénique qui est contenu, on va dire, dans l'unité fonctionnelle et d'une part, et pour les emballages d'autre part. Il y a une exception, donc si effectivement la quantité de carbone biogénique représente moins de 5% en masse, donc des matériaux d'emballage par exemple, ils n'ont pas forcément besoin d'être pris en compte. Voilà. Et un autre point important, c'est une différence avec ce qui était avant. Avant, on arrêtait la prise en compte des réémissions de carbone biogénique en fin de vie à 100 ans par convention, et aujourd'hui, il y a plus de limite. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on met un produit biosourcé, donc par exemple, je sais pas moi, du bois, de la du champ ou de la chêne-vote, voilà, en fin de vie, on considère qu'il est complètement dégradé normalement en fin de vie. Alors qu'avant, on pouvait considérer qu'une partie n'était pas dégradée. Un point rapide aussi sur la carbonatation des produits en béton. Alors, c'est comme ça que c'est rédigé, mais en fait, c'est un peu plus large que ça. C'est-à-dire que, en fait, ça s'applique normalement à tous les produits pour lesquels, effectivement, il y a eu une décarbonatation en phase de fabrication. Et c'est le cas, par exemple, pour des liants hydrauliques comme la chaux ou le ciment, et où il peut y avoir une racarbonatation, en phase de vie en œuvre du bâtiment. Et donc, j'ai cité ici des exemples. Ça fonctionne pour les bétons, entre guillemets, à base de ciment traditionnel, mais aussi pour les bétons de chanvre qui utilisent plutôt la chaux, ou pour la terre crue qui est stabilisée à la chaux ou au ciment. J'ai repris ici la liste des indicateurs d'impact qui sont appelés indicateurs d'impact de référence. Alors, sur ceux-ci, il y a un certain nombre de changements, donc à la fois des nouveaux indicateurs, des nouvelles unités pour les indicateurs, donc c'est-à-dire des nouvelles méthodes de caractérisation. Je pense pas que l'objet soit de passer tous ces indicateurs en détail ici. Mais ce qui est important, c'est qu'entre 15804A1 et 15804A2, on veut dire, même si on veut additionner des infos qui viennent de ces deux types de déclarations, pour certains indicateurs, ça va bien se passer, et pour d'autres, non. Voilà, donc ça veut dire que si on fait l'union finalement entre ces deux jeux d'indicateurs, ça fait beaucoup d'indicateurs à calculer au final si on veut prendre tout en compte. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est que dans la 15804A2, donc disparition définitive, je pense, des deux indicateurs franco-français historiques sur la pollution de l'eau et la pollution de l'air.
qui, pour rappel, était là depuis la toute première version de la norme franco-française, parce qu'il n'y avait rien à l'époque sur la toxicité et l'écotoxicité. Donc, c'était ces indicateurs-là qui avaient été choisis, mais voilà, donc depuis, l'eau est passée sous les ponts et donc on a abandonné ces 2 indicateurs-là définitivement. Il y a également des indicateurs d'impact additionnels, donc ils doivent être calculés et donc indiqués dans le rapport d'ACV. Par contre, leur déclaration donc dans la FDES est facultative et donc leur déclaration dans la base de données est aussi facultative. Et puis on a aussi d'autres jeux d'indicateurs, alors qui ne sont pas appelés indicateurs, d'impact, parce qu'effectivement ce sont des indicateurs de flux plutôt, qui concernent essentiellement les questions liées à l'énergie, à l'eau, aux déchets. Et quand on dit déchets, c'est à la fois les déchets éliminés, mais aussi les flux qui sont réutilisés ou recyclés ou valorisés énergétiquement. Donc ça fait en tout, donc là, il n'y a pas de grosses nouveautés sur cette partie-là, mais ça fait en tout 36 indicateurs au total contre 28 précédemment. Donc on ne peut pas dire qu'on ait fait un pas vers la simplification. Voilà. Mais c'est ce qui s'applique à nous aujourd'hui. Quelques éléments sur la format et la qualité des données. Tout d'abord, donc les données génériques utilisées dans la CV doivent respecter le format ILCD. Il est fait référence également donc au Technical Report 7.15.941. Alors, je ne sais plus si c'est ce Technical Report qui va apparaître ou si c'est sa révision sous forme de norme. Je crois que c'est plutôt sa révision sous forme d'un nouveau document qui va apparaître. Il y a également une référence donc à l'annexe E de la norme 15804+A2 qui porte spécifiquement sur la qualité, le format et la qualité des données. Et puis, donc il y a des exigences sur le contrôle de la qualité des données, alors à la fois sur la quantité minimale de données à contrôler et quelques exemples sont fournis dans le complément national, donc EN 15804+A2CN, sur la façon de traiter ces exigences. Voilà, donc je ne reviens pas en détail. D'ailleurs, je pense que je ne serai pas complètement capable de revenir en détail sur ces aspects-là dans ma présentation. Alors pour tous ceux qui sont déclarants et qui veulent réaliser des déclarations, effectivement, il y a des points nouveaux. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, dans la base INES, en fait, on trouve plusieurs types de déclarations. On trouve des déclarations individuelles, donc qui sont valables pour un seul déclarant, des déclarations collectives qui sont déclarées par un déclarant collectif, mais qui représentent donc éventuellement un produit type qui peut être fabriqué par plusieurs fabricants, et puis donc des données environnementales par défaut qui effectivement servent au calcul réglementaire quand quand il n'y a pas d'autres déclarations environnementales pour couvrir les produits qui sont utilisés dans le bâtiment. Et là, effectivement, il y a depuis quelques années sont apparus ce qu'on appelle des FDES de gamme. C'est-à-dire qu'en général, ce sont des FDES individuels, mais au lieu de couvrir une seule référence produit ou une seule épaisseur de produit, par exemple, ces FDES vont couvrir toute une gamme d'épaisseurs. Alors, j'ai des exemples, par exemple, sur des panneaux de contreventement, sur des isolants, sur des produits de couverture anti-éléments. Ça peut être ce genre de... Ou même, par exemple, si on parle plus de FDES, mais de PEP, ça peut être des gammes aussi sur des puissances de chaudière ou ce genre de choses. Et donc là, la norme 15804+A2 a fixé un certain nombre de règles, parce qu'en fait, ce n'était pas très clair, parce que ces FDES de gamme, en fait, qui sont des FDES individuels, en termes de calcul et de fonctionnement, se rapprochent beaucoup de FDES collectives. Et donc, effectivement, la 15804+A2 est venue clarifier un peu ces aspects-là, enfin, le complément national est venu clarifier ces aspects-là, et notamment, le réglementaire a mis aussi l'obligation donc de déclarer ce qu'on appelle un cadre de validité. Et donc, en gros, c'est quels sont les intervalles de la gamme pour lesquels la déclaration elle est valable et garantir que pour n'importe quel produit de la gamme, effectivement, les écarts entre les impacts ne varient pas plus de 35%, donc le facteur 1,35. Et si c'est le cas, la FDES de gamme peut être déclarée comme une valeur moyenne. Sinon, on a obligation de déclarer une valeur max, en fait. Voilà. Donc, il y a une amélioration aussi de la définition du produit type, des règles sur la représentativité et sur l'échantillonnage des valeurs,
Il y a également des règles de prise en compte de différents modes de mise en œuvre, et ça peut être important, pas seulement pour les FDES de gamme et collectifs d'ailleurs. Et puis donc il y a une annexe dédiée en fait dans le complément national qui est l'annexe O. Donc, il y a également donc dans la norme, il y avait des éléments sur les règles d'affectation entre coproduits, et là, le complément national a effectivement essaye de restreindre les degrés de liberté qui sont fournis par la norme générale. Mais donc c'est plutôt une simplification, une clarification pour les déclarants. Et le dernier transparent donc porte sur le complément national qui fournit effectivement des durées de vie de référence. Donc ça, c'est aussi important parce que souvent, c'est un nœud en général au cerveau pour les vérificateurs et pour les déclarants. C'est la question de la durée de vie, comment on fait. Donc là, ce qui a été proposé, c'est que pour un certain nombre de produits, des durées de vie de référence ont été fournies, ce qui permet effectivement à tous les déclarants qui veulent se simplifier la vie de choisir cette durée de vie de référence qui convient normalement pour toute leur famille de produits. Et s'ils ne veulent pas utiliser cette durée de vie de référence, là par contre, ils doivent rentrer dans un jeu de justification, et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Voilà. Le complément national fournit aussi de nouvelles données par défaut qui peuvent être utilisées pour tous les produits. Donc c'est par exemple le cas pour les scénarios de transport à l'intérieur du pays, les transports intercontinentaux et les transports internationaux. Donc ça comprend, je crois, à la fois la modalité de transport et puis un certain nombre de données sur les jeux de données à utiliser. Là aussi, si le fabricant, enfin le déclarant, pardon, veut affiner les choses, il peut le faire, mais dans ce cas-là, il doit justifier ses valeurs. Bon, c'est assez souvent fait, mais c'est moins compliqué que pour la durée de vie, donc c'est assez souvent fait. Mais s'il veut pas se fatiguer, il peut utiliser tous ces scénarios par défaut. Même chose pour les scénarios de fin de vie, mais ça, je crois que c'était déjà existant. Alors, si ça n'existait plus dans le complément national A1, pour les plus anciens, ça existait déjà dans la version de la norme française NFP 01010. Enfin, pour la fin de vie aussi, il y a un certain nombre de scénarios qui sont proposés, notamment spécifiquement pour, alors c'est plus ou moins détaillé en fonction des familles de produits, mais vous en avez par exemple pour le bois, le béton, la terre cuite, je crois, certains métaux. Et donc pour la famille bois, il y a un rapport spécifique donc, qui a été réalisé par la filière bois, qui est cité dans le règlement du programme et pour lequel qu'il faut suivre absolument quand on veut prendre en compte la fin de vie des produits bois dans une FDES. Voilà, donc ma conclusion, c'est qu'il y a, en apparence, c'est juste un nouvel amendement de la norme, mais cette norme 15804 plus A2 quand même apporte un certain nombre de nouvelles exigences qui sont pas tout à fait anecdotiques, que ce soit en termes de changement d'indicateur ou que ce soit en termes de prise en compte du carbone biogénique ou d'obligation de prise en compte de certains modules du cycle de vie dans le périmètre. Donc c'est quand même pas tout à fait anodin. Une nouvelle fois, côté français, on a fait un complément national pour essayer de clarifier et simplifier. Je suis pas sûr qu'on ait complètement réussi, puisque in fine, le complément national, il est encore plus lourd qu'il était avant, je crois. Mais bon, voilà, en tout cas, on avance systématiquement pour essayer de clarifier des règles qui sont laissées trop floues dans la norme européenne. Je pense que les vérificateurs, s'il y en a autour de la table, seront d'accord pour dire que les règles sont souvent de plus en plus difficiles à la fois à faire appliquer et à vérifier. Côté du programme INIES, notre rôle, c'est d'essayer de fluidifier tout ce travail-là et de rendre le plus opérationnel possible la réalisation et la vérification des déclarations. Puis-je mentionner ici que donc aujourd'hui, si vous avez un guichet unique pour toutes vos questions qui portent soit sur le programme de déclaration, sur les déclarations environnementales elles-mêmes ou sur l'habilitation des vérificateurs, donc avec l'adresse inies@hqegbc.org. Et donc, on essaiera de vous répondre au plus vite et avec le plus de précision possible. Voilà. Je vous remercie.